Pour introduire cette plénière d'ouverture, je vais me permettre de citer le président fondateur du think tank Club Africa 2030, qui rejoint parfaitement les différentes interventions qu'on a eu le plaisir d'avoir lors de la séance inaugurale, et je le cite: « Il faut trouver des solutions africaines aux défis du continent. Ce n'est pas par prétention, mais parce que je reste convaincu que nous ne réussirons toutes les transitions auxquelles nous faisons face que si l'Afrique est et reste le centre de nos réflexions. Transition démographique, transition énergétique, transformation économique et structurelle et transformation numérique. Le continent africain doit jouer son rôle sur la scène internationale et pour cela, nous devons absolument trouver les solutions nous-mêmes. » Fin de la citation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, commence la première séance plénière d'ouverture et donc à nous de trouver quelles sont les dynamiques ressources humaines à mettre en place pour la transformation de l'Afrique. À nous d'élaborer, à nous de concevoir, à nous de proposer des pistes de réflexion concrètes et adaptées à notre contexte africain. Munis de notre foi, munis de notre volonté, avec passion et cœur, mais aussi avec beaucoup de rigueur, allons-y, la main dans la main, pour des lendemains meilleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'appelle sous vos applaudissements Monsieur Zakaria Fahim, président de Hub Africa, pour mener à bien la plénière d'ouverture, les moteurs de croissance de l'Afrique de demain. Merci Zakaria. Gestion du temps oblige. Nous avons 1h30. Nous avons 1h30, débat compris, pour pouvoir aller déjeuner tout à l'heure. Voilà, je cède la place à mon ami, le mentor, c'est Zakaria Fahim. À tout de suite, à tout à l'heure. Merci. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux donc d'être le chef d'orchestre de cette première plénière sur un sujet important. Donc, je vais inviter donc mes intervenants. Honneur aux dames, donc Madame la Ministre, Marie-Lydia Raramiala Toto, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle du Madagascar. Notre ambassadeur donc, du Gabon au Maroc, Monsieur Abdelrazak Guy Kambogo, bienvenue. Mon ami Abdou Diop, avec sa double casquette, Mazar est président de la commission sud-sud du patronat, et Sifi Kretz, président directeur de la COSUMA, mais aussi président de Finagri. Donc, installez-vous, donc on a de l'espace. C'est Mohamed. Donc on est sur un sujet effectivement donc introductif pour, je pense, aborder après donc des thématiques qui vont interpeller donc nos amis des RH, les ressources. Très souvent, quand on parle de l'Afrique, les ressources sur lesquelles on essaie de s'attarder, c'est effectivement l'agriculture qui est le principal, souvent levier ou moyen de revenus de beaucoup de populations. Et ce que je voudrais qu'on débatte ensemble, c'est de voir chacun dans son profil, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Madagascar qui est un peu le bout du bout donc du continent. Donc on a bien sûr le Maroc qui est au nord, donc le Gabon qui est au centre, et chacun de ces pays a des problématiques différentes. Mais là, on va essayer de voir comment on peut sortir de nos microcosmes, de nos petits pays, pour aborder cette problématique de ressources sur le continent. Et je pense que le défi, c'est de voir comment nous pouvons être, je dirais, dans l'action dans son pays, mais aussi avoir cette vision globale, cette vision continentale qui est importante. Quelques données qui vont nous permettre de rappeler les enjeux sur cette thématique.
Ça a été dit en introduction, en 2050, nous aurons un des plus grands défis, c'est effectivement la démographie. Et qui dit démographie, dit effectivement formation, dit effectivement éducation, santé. Quand on sait qu'effectivement, on va doubler la taille là où l'Europe fait du 4-5%, donc si on dit en 2050, nous sommes à 2,5 milliards, l'Europe en face sera 450 millions d'habitants. Donc il y aura un vrai choc aujourd'hui sur ce sujet de la population. Est-ce que la démographie, est-ce que la population est une ressource? Est-ce que nos hommes et nos femmes, nos jeunes, parce qu'on a vu que dans beaucoup de pays, on est plus de 60% de jeunes, on avait l'introduction à la problématique de l'éducation, et Madame la Ministre l'a rappelé, donc comment aujourd'hui l'école, notamment publique, doit jouer son rôle pour pouvoir effectivement remplir cette mission et avoir des hommes et des femmes qui peuvent avoir un métier et être utiles dans nos pays. On abordera aussi la thématique de l'infrastructure parce que c'est aussi un enjeu important. Et puis surtout, on essaiera de sortir un peu du cadre pour voir un peu les autres leviers qui sont vraiment des ressources importantes auxquelles peut-être on ne pense pas et qu'il va falloir effectivement, je dirais, utiliser pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle l'Afrique est aujourd'hui. Et je voudrais finir sur juste un point qui est important, qui rappelle, je dirais, la particularité et la force. On a aujourd'hui 50% des terres arables sur le continent. On a dans beaucoup de pays, nous sommes premiers en termes de ressources naturelles dans plusieurs cas, mais on a vraiment un vrai challenge, c'est comment passer aujourd'hui de la vente de matières premières à la transformation. Comment on peut travailler ensemble. Je prends un sujet qui paraît au Maroc qu'on ne pose plus parce que nous sommes électrifiés donc à 99%, mais quand on regarde la moyenne de l'Afrique subsaharienne, on est aux alentours de 20% et certains pays sont à moins de 10%. Donc il y a un vrai challenge aujourd'hui sur comment faire ensemble. Et sur l'électrification, on voit aujourd'hui que ça coûte énormément cher pour les petits pays. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui travailler collectivement, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de cadre générique global. Donc voilà, je voulais quand même poser donc, ces 2-3 chantiers avant de revenir sur chacun d'entre vous, pour, en fonction donc, de votre angle et de ce que vous faites, de voir comment l'Afrique peut effectivement faire valoir donc, ses ressources et comment, à travers votre prisme, à travers vos responsabilités et votre mission, vous pouvez effectivement partager avec nous cette un ou deux points sur ce sujet. Je vais démarrer par, je reprendrai Madame la Ministre, mais je vais demander par Abdou. Aujourd'hui, les moteurs de croissance sont a priori connus. Si tu pouvais juste quand même donc les repositionner rapidement et sur un des moteurs, si tu pouvais nous dire en quoi on pourrait fédérer autour de ce moteur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moteur de croissance sur lequel l'Afrique peut se réunir et peut travailler? Merci. Ça va venir, Ouais, c'est bon, je pense. Merci beaucoup, Zakaria. Ça fait plaisir d'être dans cette belle assistance pour parler de deux sujets extrêmement importants, en tout cas à mes yeux, l'Afrique et surtout les ressources humaines et donc le capital humain. Donc effectivement, je pense que tu as abordé un certain nombre de thématiques qui sont importantes. Aujourd'hui, il est clair que les grands moteurs de croissance pour le continent sont d'abord l'agriculture, bien sûr, qui emploie près de 60% des populations, mais derrière l'agriculture, aussi le plus important, c'est le défi de la transformation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de 60% des terres arables, on parle de beaucoup de choses, mais il ne faut pas que l'Afrique soit juste le grenier en tout cas, de matière du monde. Il faut qu'on remplisse ce défi de transformation. L'autre moteur de la croissance aujourd'hui qui est extrêmement important, c'est la technologie et l'économie numérique. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, il y a des pays africains qui sont à plus de 30% de PIB qui viennent du numérique. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un des domaines où l'Afrique est
quand même le moteur. Quand on parle de paiement mobile, aujourd'hui, l'Europe se met à, entre guillemets, copier ce qui a marché en Afrique. Donc c'est un domaine où l'Afrique a pu anticiper et se positionner. Il est extrêmement important que ce soit un levier important de demain, surtout dans un contexte où on va vers la digitalisation. L'énergie, tu l'as dit, hein, l'énergie, il est clair qu'aujourd'hui, le défi de la transformation, le défi de l'industrialisation ne peut pas se faire si on n'est pas dans une dynamique d'énergie et d'énergie notamment renouvelable. L'infrastructure, oui, il est clair que les questions de connectivité, les questions de désenclavement, les questions d'accès à l'infrastructure, à toute cette population fortement urbanisée est essentielle. Et donc tout cela fait que l'Afrique a un réel potentiel aujourd'hui, mais il est important que nous nous positionnons d'une manière différente de ce qui existe en ce moment. Parce qu'en ce moment, tout le monde parle de l'Afrique, mais on parle de l'Afrique comme force de travail du monde, on parle de sa jeunesse, mais plus comme force de travail du monde. On parle de l'Afrique comme un marché. Effectivement, on sera 2 milliards, on aura des consommateurs, etc. On nous voit plutôt comme un marché, ou plutôt par moment même, au-delà d'un marché, comme une déchetterie. Hein. On l'a vu récemment, le Rwanda a décidé d'interdire les importations de friperies parce qu'effectivement, ils considéraient que c'est plutôt des produits usagés qu'on a envoyés sur le continent. Et donc, là aussi, il y a un défi extrêmement important. Si on ne veut pas être uniquement le marché, uniquement la force de travail, uniquement le sous-sol ou le grenier du monde. Et ce défi passe par un certain nombre de choses, passe par la transformation. On ne peut pas ne pas relever le défi de la transformation. C'est inadmissible qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on ait des taux de transformation de 10% de nos matières premières. Qu'on puisse avoir des pays où on produit de la matière première, on l'exporte dans un monde occidental et on le réimporte en produit fini. Aujourd'hui, ce défi de la transformation est essentiel. Et je pense que tu dis de citer un exemple et de dire comment l'Afrique peut travailler dans ce domaine. Je pense qu'il y a deux défis qui sont extrêmement liés. Ce défi de la transformation de l'industrialisation, mais avec derrière le défi de l'intégration régionale pour faire des marchés intérieurs africains des marchés d'une certaine dimension. Et c'est en ça que l'adhésion du Maroc, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO est un moteur important dans ce sens. Je prends l'exemple très simple de l'industrie automobile. Aujourd'hui, on a pu se positionner très clairement sur les chaînes de valeur mondiales de l'automobile. Le Maroc produit près de 400 000 véhicules par an. L'objectif est d'arriver à 1 million de véhicules. On est dans un environnement ouest-africain où on a les premiers producteurs mondiaux de bauxite, que sont notamment la Guinée avec en plus la Côte d'Ivoire. La bauxite qui est une matière essentielle pour la carrosserie automobile. La Guinée ne la transforme pas, l'exporte ailleurs, dans d'autres continents pour que le Maroc importe de la tôle, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique. Dans cette même région, on a la Côte d'Ivoire et le Ghana qui produisent de l'EVA, qui est la matière première essentielle pour fabriquer des pneus. Malheureusement, cette EVA est importée dans d'autres continents pour être transformée en caoutchouc et en pneus pour que le Maroc le réimporte. C'est là où on doit se positionner dans des chaînes de valeur complémentaires pour réellement avoir des taux d'intégration régionaux importants, de faire passer ce taux d'intégration de 40% de l'industrie automobile marocaine à un taux de 65% de l'industrie automobile dans la région ouest-africaine et faire de l'Afrique un continent de transformation et faire de l'Afrique un continent où effectivement on n'est plus uniquement producteur de matières premières, on est créateur de valeur ajoutée et aussi bien sûr, qui dit créateur de valeur ajoutée, dit créateur de l'emploi, surtout si derrière on a relevé le défi de la formation et de l'employabilité. Voilà un peu ce que je voulais dire pour répondre à ta question. Donc tu as tout dit, donc il veut plus me donner la parole. Il est heureux. Donc effectivement, donc un des enjeux, et ça a été bien rappelé, c'est la puissance de la transformation. Et quelque chose qui est très important, c'est comment on peut travailler ensemble.
Et moi, je voudrais me tourner vers notre ami Si Mohamed pour voir. Donc, vous avez cette chance d'être dans une entreprise qui transforme pour produire donc du sucre. Donc, vous avez un lien très, très étroit avec les agriculteurs. Et en parallèle, vous avez bien vu l'importance aujourd'hui de cette transformation. Et avec votre casquette aussi de Finagri, quand on écoute notre ami Abdou Diop, comment peut-on, à partir, je dirais, d'un métier, pouvoir aujourd'hui contribuer à partager un peu ce savoir-faire? Parce que l'un des vrais challenges, c'est qu'on n'a pas créé suffisamment de ponts pour qu'on puisse effectivement trouver des structures ou des entités qui font du panafricanisme intelligent. Est-ce qu'aujourd'hui, soit la Finagri a une stratégie de coopération? Est-ce que la COSUMAF a une volonté d'accompagner ces agriculteurs, puisqu'on le sait sur le continent, plus de 90% des agriculteurs sont des petites exploitations qui souvent ont moins d'un hectare, et donc on est vraiment dans ce qu'on appelle plutôt des revenus de survie, des revenus de subsistance, et non pas des revenus pour se développer. Donc comment vous voyez aujourd'hui votre contribution pour aller vers cette transformation qui est aujourd'hui capitale pour créer plus de valeur dans notre continent? Merci, Président. C'est Zakaria. Excellence, Madame la Ministre, Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, honorable assistant. D'abord, je voudrais féliciter et remercier vivement l'AGEF de m'avoir donné l'occasion d'apporter un peu de sucre à votre colloque. J'espère que vous apprécierez le goût. Et je voudrais aussi féliciter Zakaria pour le bel événement que tu as conduit avec brio, avec toute l'équipe, qui s'appelle, je crois, Hub Ifriqiya. Exactement, l'amour de l'Afrique, tout à fait. Je dis quand on n'absorbe pas le H, c'est Hub Africa. Hub Africa, très bien. Alors là, vous m'avez posé la question par rapport à un secteur qui est extrêmement important parce qu'il est très prometteur. Pourquoi? Dans la production agricole, aujourd'hui, il y a beaucoup de potentialités qui ne sont pas totalement libérées. Et même pour la production qui est là, comme le disait mon ami c'est Abdou, on est toujours considéré plutôt comme un grenier, alors qu'on peut être beaucoup plus ambitieux si on valorise plus. Et nous avons deux grands défis quand on s'intéresse à l'agriculture et à l'agroalimentaire de manière générale. Il y a d'abord un défi de compétitivité et un défi de valorisation. La compétitivité ne pourra pas être révélée ou développée ou consolidée si on n'adopte pas de nouvelles technologies, aussi bien pour les cultures que pour la valorisation ou la transformation. Et l'adoption de ces nouvelles technologies, leur appropriation, passe par l'homme avec grand H. La même chose pour la valorisation. C'est pour cela que je vais partager avec vous notre expérience au Maroc, à Kouzumar, où nous avons la chance d'être dans une chaîne de valeur intégrée qui part de la production agricole jusqu'à la valorisation, la transformation des plantes sucrières. Et on a senti l'importance de l'homme avec grand H, en commençant par nos partenaires agricoles. Nous avons 80 000 agriculteurs sur 5 régions qui, comme tu l'as rappelé, pour la majorité d'entre eux, ils ont des petites exploitations et ils ont beaucoup de défis de productivité et de compétitivité. Et sur 10 ans, nous avons réussi en faisant un accompagnement, pas seul, mais aussi avec les autres parties prenantes, le ministère de l'Agriculture, l'Intérieur et aussi les associations de ces agriculteurs, à améliorer de manière très très forte notre productivité. Nous sommes passés de 5-6 tonnes de sucre à l'hectare à plus de 12 tonnes de sucre à l'hectare l'année dernière. Et ce saut-là, qualitatif, a amélioré le revenu des agriculteurs et il nous a permis aussi de s'approcher d'une compétitivité honorable pour la production du sucre. Dans la partie aussi valorisation ou transformation, il y a beaucoup de technologies et il y a une certaine complexité qui demande un savoir-faire dans la gestion du capital des compétences, capital humain. Parce qu'il y a des technologies qui évoluent très très vite, qu'il faut intégrer, qu'il faut aussi utiliser au mieux, mais
pas que sur le plan technique, mais également sur le plan humain et interrelationnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de ne plus parler de ressources humaines, mais de parler plutôt de bien-être au travail de manière générale. Parce qu'il ne suffit pas de savoir, il faut aussi vouloir et être motivé. Et le responsable du capital humain au sein de Cosumar, avec toute son équipe, commence à s'intéresser fortement aux leviers sur lesquels il faut agir pour améliorer le bien-être au travail de manière générale. Et le bien-être ne doit pas se limiter uniquement à l'entreprise, mais aussi à son entourage. Et là, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Voilà, donc comment, concrètement, parce que vous travaillez, vous êtes avec des, on va dire, une de vos parties prenantes, c'est les agriculteurs. Tout le monde sait la difficulté quand vous êtes dans une petite exploitation. Comment vous apportez concrètement du bien-être, donc vous avez cette image, parce qu'effectivement, travailler sur les ressources, quand on voit le niveau des revenus, la difficulté, les journées très longues, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Alors, si vous voulez, nous avons passé plusieurs étapes. La première étape était beaucoup plus orientée sur tout ce qui est technique agronomique, sur l'amélioration de la productivité. Et depuis 5 ans, nous nous sommes intéressés à d'autres aspects qui n'ont pas un lien direct avec l'activité elle-même. Par exemple, la couverture médicale des familles des agriculteurs, une sorte d'assurance, parce que l'agriculture est une activité qui est très exposée aux aléas. Nous avons créé une sorte de caisse de solidarité à l'échelle nationale, où toutes les associations des agriculteurs, mais aussi les sociétés qui composent notre groupe, participent. Et nous avons un fonds qui nous permet de faire face aux coups durs pour tous les agriculteurs quand il y a des dommages généralisés, genre inondations ou parfois quelques difficultés qu'on peut imaginer pour la culture elle-même. Et cette année, nous avons lancé un système de retraite adapté aux agriculteurs qui est très simplifié et qui est très accessible. Et tout cela, il a été motivé par notre politique RSE, la responsabilité sociétale de l'environnement, qui est basée sur 3 piliers. Donc, il y a le pilier P, People, le pilier P, Planète, et le pilier P, Profit. Alors, People, ça veut dire que tout ce que nous devons faire doit être au service de l'homme avec grand H. Avec Qui grand sont F. agriculteurs. Pardon? L'homme avec un grand F, parce que souvent il y a beaucoup de femmes derrière, donc. Exact. Mais c'est bon. D'accord. Ou bien la femme avec un grand H. Donc la Pas de femme avec souci. un grand H ou l'homme avec un grand F. C'est la même chose. Merci. Alors ces piliers-là fait qu'on doit tous s'orienter à l'intérieur de l'entreprise pour servir l'homme ou la femme, qu'ils soient agriculteurs. Nous avons par ailleurs pas mal d'agricultrices qui sont très très performantes et dont on est fiers dans les 5 régions. De femmes aussi. Et les collaborateurs et les collaboratrices au sein de l'entreprise, les consommatrices, les consommateurs, etc. Donc il y a quelque part, vous êtes déjà dans une logique d'open innovation parce que vous avez compris que Cosuma toute seule ne pouvait pas réaliser sa mission et qu'il fallait effectivement s'ouvrir vers ces pratiques. Donc là, c'est un peu cette, comment dirais-je, cette contribution pour mieux après appréhender un peu votre produit final. Donc c'était je partage parce qu'après je pourrais mieux recevoir et effectivement pérenniser votre écosystème. Donc je pense qu'effectivement sur les ressources, un des enjeux, et vous l'avez bien dit, c'est augmenter la compétence, c'est ce que vous faites avec la formation, et puis que ce soit aussi du plaisir. Le bien-être de manière générale qui passe, il ne faut jamais l'oublier, par l'économique. Bien sûr, il faut qu'il y ait un support. Faire en sorte à ce qu'il y ait une génération de profits, de revenus, que ça soit sustainable, la plus régulière possible. Que ça soit sustainable, tout à fait, tout à fait. Merci. Madame la ministre, donc j'ai entendu avec beaucoup d'attention votre mot d'introduction, et effectivement, donc quand on regarde un peu Madagascar et on voit un petit peu ce que vous avez subi entre l'ouragan qui est passé, qui a eu beaucoup d'impact sur vos infrastructures, les années qui ont précédé donc la sécheresse. Vous avez aussi parlé du grand défi sur l'éducation et sur effectivement la formation. Et vous avez rappelé que vous avez un plan de transformation donc 2030. Donc moi je voudrais voir comment un petit pays sur cette thématique par exemple d'infrastructure ou par exemple d'électricité. On rappelle qu'en Afrique, la productivité sur le coût d'électricité aujourd'hui, elle est de 20% en Afrique subsaharienne, à l'exception de la zone d'Afrique centrale qui a développé de l'interconnexion.
et qui arrive aujourd'hui à 120% de productivité. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, quand on parle d'infrastructure, dans votre plan de transformation, il y a cette vision qui a été un peu rappelée par Abdou de dire on ne peut plus faire tout seul, il faut aujourd'hui voir comment on peut faire comment collaborer avec nos amis. C'est vrai, quand on est un peu insulaire ou proche, un peu au bout, on peut être un peu oublié, mais je pense que Madagascar fait de très belles choses. Comment concrètement vous agissez pour avoir de l'impact sur un peu toutes ces ressources, pour qu'elles ne restent pas uniquement des traits, mais une réalité pour vos populations? Merci, c'est vraiment un plaisir de pouvoir débattre d'un thème qui est vraiment au cœur du développement de l'Afrique en général, mais pour un pays en développement comme Madagascar qui fait face à plusieurs défis en même temps. Le défi d'abord de la scolarisation de tous les enfants à Madagascar, mais il faut aussi aller de l'avant de par le plan de l'émergence 2030 du président, qui n'attend pas que tous les enfants soient scolarisés, mais il faut aller. Il faut agir. Il faut agir. Donc si on parle d'énergie ou de transformation pour pouvoir aller plus vite dans l'industrialisation du pays, il faut savoir que Madagascar, c'est un pays qui est très très riche en termes de ressources naturelles. Donc il y a autant de cours d'eau qui n'attendent d'être exploités en centrale hydraulique, par exemple. Mais nous savons très bien que pour produire de l'électricité dans les sites où sont ces chutes ou ces points d'eau, il y a aussi la connectivité pour comment transmettre ou amener l'électricité produite dans les endroits où il faut. Donc on se demande quelle est la meilleure politique, ou utiliser le thermal depuis. Est-ce que, juste, je vous interromps, est-ce que vous avez vu l'exemple du Maroc qui a réussi à électrifier les petits villages? Donc on est à 99% à travers le solaire, parce que je pense que s'il y a un capital, c'est le soleil. Effectivement, donc là je remercie d'abord du fait, c'est historique, mais Madagascar quand même a un privilège d'être l'ami du Maroc, et on entend beaucoup avoir un partage et une collaboration plus que fructueuse dans ce sens de la production de l'électricité. Donc, pour vous dire qu'à Madagascar, il n'y a que 15% de ménages ou de familles qui bénéficient de l'énergie, et l'énergie coûte très cher. Il n'y a que l'énergie dans notre pays qui est un secteur qui vend à perte. Plus on consomme aussi, plus on paie plus cher. Donc, c'est vraiment un grand défi en termes de mécanisation. Déjà, si on parle d'agriculture, on a besoin d'énergie. On parle de connectivité, on parle ne serait-ce que pour avoir la lumière dans un ménage, c'est vraiment très problématique. D'où l'importance de pouvoir nouer des partenariats déjà pour que ça soit plus fructueux entre nous, pays du Sud. C'est très important. Et voir aussi qu'est-ce qui est pour tirer le meilleur profit pour nous aussi en termes de rendement ou de coût pour ces partenariats-là. C'est très important parce que les gens, ils ne vont pas investir chez nous sans penser aussi au profit, mais il faut aussi voir vraiment comment on va y aller pour gagner mieux donc, pour le pays. Très souvent, donc, sur ces thématiques, on parle beaucoup de souveraineté, parce que sur l'énergie, on a vu que les pays européens ont fait du PPP, ont externalisé beaucoup de services, ont été beaucoup plus pragmatiques que nous. Est-ce que, un peu ce qu'a fait un peu le Rwanda, des petits pays parfois osent des choses que entre guillemets, les plus grands pays n'osent pas? Est-ce que aujourd'hui, sur cette logique d'aller vraiment du travail ensemble, l'interconnexion par exemple est un vrai sujet? Certains l'ont réussi. On a parlé de l'ouverture des régions. Comment se positionne aujourd'hui un pays comme Madagascar pour pouvoir effectivement profiter? Vous avez parlé des ressources naturelles. Le vrai défi aujourd'hui, c'est, et on l'a vu tout à l'heure quand on parlera avec son excellence sur le Gabon, donc je reviendrai sur un exemple très concret. Il y a un vrai sujet, c'est comment on est capable aujourd'hui de communiquer avec nos partenaires, souvent européens ou américains. Il y a un vrai sujet de masse critique et de capacité d'avoir les ressources en face. Et là, on est sur les ressources plutôt humaines, capables de challenger ce qui est fait. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez dans la région monté je dirais des think tanks ou une réflexion pour pouvoir agir ensemble? Parce que ce qui est un peu, ce qu'on retrouve dans beaucoup de petits pays, c'est qu'on est parfois en silo. On va avoir le même problème, il est redupliqué 10 fois, et vous avez le pays en voie de développement qui vous le revend 10 fois,
parce qu'effectivement, on n'a pas su faire une demande commune et mutualiser et ne payer que ce qui est spécifique et pas ce qui est transverse. Est-ce qu'il y a une démarche, vous avez parlé des RH, de pas mal de sujets, on a l'impression qu'on est toujours en silo, on vient, on pose son plan, on dit voilà, moi dans 2030 je vais être comme ça, et on ne sort pas, on sort pas du cadre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si l'Afrique veut aller plus vite, il faut sortir du cadre? Effectivement, d'où le président actuellement, il a eu au début de son mandat, il a eu vraiment un problème par rapport à la gestion de cette énergie, parce qu'au départ, lors de son investiture, il a dit qu'en 3 mois, en 6 mois, il allait résoudre le problème de délestage dans le pays. Malheureusement, on a vu que ça allait coûter très cher, donc au bout de 6 mois, il a décidé vraiment de transformer, d'aller vers le renouvelable. Donc Madagascar est maintenant ouvert à tout ce qui est investissement en termes d'exploitation pragmatique. Pragmatique, c'est bien. Voilà. Je vais... C'est très important. Tout à fait. D'oser aussi, de subir la colère de la population, mais aller vraiment changer, parce que ça fait 50 ans qu'on était là au thermique, et ça n'a rien apporté au pays, alors qu'il y a des ressources qui n'attendent que d'être exploitées. Donc là, on est dans une phase de transformation vers le renouvelable. Et les vrais défis, je pense qu'on va revenir sur notre transformation, c'est que souvent, quand on ne fait pas les choses au bon moment, il y a ceux qui viennent pour faire, ils ont toujours 2 enjeux. C'est les quick wins pour te dire aux gens il se passe quelque chose et garder le cap. Et ça, c'est pas toujours simple. Moi, je voudrais, Son Excellence, donc, son ambassadeur, donc, j'ai eu le plaisir de visiter plusieurs fois donc, le Gabon, et un des sujets qui fait l'actualité souvent, qui a fait l'actualité, c'est quand vous avez remis en cause les accords avec un partenaire chinois pour donc j'ai oublié le nom, mais vous devez le connaître par cœur, parce qu'effectivement, il y avait comment dirais-je, les accords n'étaient pas suffisamment bien ficelés et n'étaient pas au profit donc, du Gabon, et le Gabon a décidé de rompre unilatéralement le contrat. Bon, après, ça a obligé le partenaire à revoir sa copie, et ce que je voudrais sur cette partie, quand on voit aujourd'hui le coût d'infrastructure, donc le coût de l'entretien, la Banque mondiale estime que sur les 10 ans, il a coûté 93 milliards de dollars pour le continent, pour la partie juste Afrique subsaharienne, ce qui est énorme. C'est-à-dire que c'est tout cet argent-là qui part pour réparer, pour reconstruire, alors qu'on aurait pu le mettre ailleurs. Mais sur cette partie, je dirais, ressources, est-ce que là aussi, pour optimiser nos ressources, l'exemple du Gabon ne peut pas être pris dans le cas, puisque, si j'ai bien compris, maintenant, vous préférez des outsiders pour aller signer des contrats, que vous allez chercher des majors pour lesquels vous avez des difficultés entre guillemets, à composer. Il est plus facile d'aller voir un challenger et décider de collaborer avec lui que de travailler. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dupliqué ailleurs et prendre... Est-ce que c'est un exemple qui fonctionne aujourd'hui? Merci, Zakaria. Je pense que oui. Je réponds oui parce que l'Afrique, de façon générale, devrait observer, j'allais dire, 3 attitudes essentielles. C'est décomplexer, déjà. Exactement. C'est décomplexer, mais aussi se décloisonner et mutualiser. Vous avez cité l'exemple de ce projet qui portait sur l'exploitation de mines de fer. Effectivement, c'était un projet assez avancé avec les Chinois, mais c'est parce que, conformément à sa nouvelle stratégie de développement impulsée par le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, il avait été décidé que résolument le Gabon doit tout faire pour dorénavant transformer toutes ces richesses localement. Donc cette décision procédait de cette nouvelle stratégie du Gabon. Et en plus, il fallait oser dénoncer, dépasser les sentiers battus en dénonçant des contrats qui n'étaient pas forcément bien ficelés et surtout qui étaient ficelés au détriment de l'Afrique de façon générale et du Gabon en particulier. Et ce contrat de fer était un bel exemple, mais il y avait d'autres implications aussi qui concernaient la préservation de l'environnement, parce que c'était une dimension qui n'était pas suffisamment prise en compte.
et l'environnement, peut-être que nous allons y revenir. Là aussi, ça tient à cœur le chef de l'État qui, dorénavant, voudrait que si on investit dans un secteur, que nous tenions compte de l'avenir, donc de la jeunesse et éventuellement de toutes ces composantes. L'exemple du Gabon dans la sous-région à laquelle il appartient, le plus pertinent dans ce registre que vous évoquez, c'est la décision qu'a prise le Gabon de transformer le bois localement. Plus aucune grume exploitée au Gabon ne sort en entier depuis 2010. Cette décision qui a valu au Gabon pas mal de chicanes venant d'ailleurs est un bon exemple parce que quand on regarde la valeur ajoutée entourant cette ressource et quand on sait que nous appartenons à une région qui en regorge, c'est un exemple qui en principe devrait, de notre point de vue, pourrait être suivi pour mieux capitaliser et mieux tirer profit de nos ressources. J'évoquais la mutualisation tout à l'heure parce que je n'ai pas pu ne pas saisir la question d'énergie, la question des infrastructures. Nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui en Afrique qui nous font constater qu'il y a des avancées réelles et que l'Afrique n'a plus à rougir de ce qu'il voit ailleurs parce que tout le monde se complaît à le dire, nous avons tout. Nous avons des richesses naturelles et aussi la première richesse qui avait été ravie, les ressources humaines capables de rivaliser avec d'autres ressources humaines. En mutualisant nos forces, en mutualisant nos moyens, nous arriverons très certainement et à grands pas à atteindre nos objectifs, sinon à les développer. Dernièrement, avec le lancement de la zone continentale de libre-échange, c'est aussi, à mon avis, un bon départ pour cette mutualisation qui devrait nous permettre d'aller de l'avant. Et dans la mutualisation aussi, je voyais un peu le transfert de connaissances, le transfert de technologies, parce que aujourd'hui, nous avons des exemples en Afrique qui s'illustrent dans pas mal de domaines et qui aujourd'hui ne demandent qu'à partager leur savoir. Vous avez également cité et insisté sur le cas de l'agriculture. Je fais partie des privilégiés, dirais-je, d'être là au Maroc, d'avoir fait une partie de mes études au Maroc, d'y revenir officier, représenter l'État, mais d'assister à une réelle transformation de ce pays. Et dans le dispositif stratégique, il y a l'agriculture. Et on voit comment le plan Maroc vert a pu impulser et contribuer fortement au développement du Maroc à travers une stratégie telle celle des agrégateurs agrégés, qui naturellement prend en compte les petits exploitants, puisqu'on parle de la valorisation de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les chaînes de valeur dans ces secteurs qui sont rappelées. Autant d'exemples, donc, qui mériteraient que chacun s'en inspire pour ne pas chercher à réinventer la roue. Tout à fait. Donc, effectivement, donc, la mutualisation et développer des synergies est devenue vitale, puisque on le voit, donc, on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions, mais ensemble, nous pouvons le faire. Et très souvent, je dis toujours que dans notre continent, on considère toujours que le matériel est plus important que l'immatériel, alors que c'est l'inverse. Et tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on a encore du chemin à faire et on va persévérer. Moi, je voudrais revenir sur une ressource qui est... On a parlé beaucoup de l'environnement. Le Maroc a abrité la COP22, qui était la COP de l'Afrique. Je prends le cas du Rwanda, qui a su aujourd'hui développer un tourisme vert. Aujourd'hui, vous avez dans la forêt des gorilles, vous avez donc des week-ends qui sont où le ticket aujourd'hui est de 2500 $. C'est-à-dire qu'ils ont transformé un tourisme qui était qui rapportait rien. Ils ont compris qu'il fallait faire les choses différemment. Et voilà qu'on arrive à décloisonner un pays qui était, pour tout le monde, pour ceux qui connaissent un peu la carte de l'Afrique, le Rwanda, et on est en train de faire du tourisme un des premiers leviers en ressources en devises dans un petit pays qui est le Rwanda. Donc moi je voulais savoir, est-ce que là aussi
il y a des synergies, des choses à développer, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais quand on regarde le niveau que nous avons aujourd'hui de pollution, parce que nous ne sommes pas très en avance sur les infrastructures, on va dire, technologiques qu'utilisent aujourd'hui nos usines, comment nous pouvons basculer, parce que quand on parle aujourd'hui aussi de ressources, il faut avoir aussi les ressources appropriées, mais aussi les ressources adaptées, parce que, on l'a vu, la compétitivité passe aussi par des outils adaptés. Est-ce que là aussi, vous avez, est-ce que le Gabon a pris des dispositions? Puis après, on verra aussi, Madame la Ministre, sur la partie Madagascar, et au-delà, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les exemples qui permettent de démontrer qu'on peut transformer une contrainte en opportunité. Oui. En citant les facteurs de croissance, on a parlé des services et parmi ceux-là, il y a effectivement le tourisme. Certaines données de la Banque mondiale informent que d'ici 2030, le tourisme en Afrique va doubler. Et nous pensons que oui, des initiatives prises pour agir localement et penser continentale peuvent être partagées au niveau du Gabon dans ce secteur qui est classé comme l'un des vecteurs de croissance. Il y a de belles initiatives qui se prennent. Pendant plusieurs années, ces ressources étaient un peu à la merci de qui voudrait en faire ce qu'il voulait. Et puis, on a commencé par réserver, à travers la création de 10 parcs nationaux, une partie du territoire protégé. Puis, le Gabon est allé au-delà, toujours dans sa stratégie de développement et de protection de l'environnement, mise en place la stratégie du Gabon bleu, qui là aussi porte sur, cette fois, la protection, la réservation d'une partie maritime du Gabon en créant une vingtaine de parcs, dont 9 réserves et 11 parcs nationaux. Et tout ceci a permis l'éclosion effectivement d'un tourisme qui a vu naître des sites comme la baie des Tortues. Pendant plusieurs années, on le disait, on le répétait que la tortue lutte, par exemple, venait se produire au Gabon. Mais à travers la protection que cela a suscité, puisqu'il fallait la préserver pour le besoin de l'environnement, il y a eu un service qui s'est créé derrière, la visite des tortues. Donc chaque année, c'est un coin qui ne se désemplit plus. Pour ne citer que ces quelques exemples, je pense que en agissant sur la protection de l'environnement, en préservant nos richesses exceptionnelles, nous en faisons en même temps des outils économiques et des produits économiques vendables. Vous me permettez, j'apprenais dernièrement, quand j'étais en séance de travail au ministère du Tourisme, on nous rappelait que l'Afrique est belle. L'Afrique a de belles choses. Mais il faut, premièrement, les préserver, mais deuxièmement, en faire des produits. Parce que nous avons des belles plages, c'est vrai, nous avons des animaux qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est vrai, mais il faut en faire des produits économiques en commençant par leur protection et bien évidemment en les valorisant par la suite. C'est donc des exemples qui peuvent être reproduits aisément. Merci. Donc avant de donner la parole à Madame la Ministre, moi je voudrais, pour rebondir à ce que vous dites, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de créer des outils simples? On parle beaucoup du digital, des bases de données qui peuvent être portées par des pays pour partager des bonnes idées, pour faire en sorte que s'il y a des choses qui se passent bien, qu'on le sache en temps réel. Le temps n'attend plus, parce que très souvent, chacun travaille. Vous savez, je suis expert comptable, donc il y a 20 ans, la circulaire était dans un tiroir chez un inspecteur parce qu'il voulait garder l'information. Aujourd'hui, elle est publiée, donc il va chercher sa valeur ajoutée ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, il est temps que les bonnes idées que chacun d'entre nous fait quelque part,
quelqu'un tape sur la table, est-ce que quelqu'un comme notre ami de Kigali, donc Kagame, peut aujourd'hui, en tant que petit pays, patron de l'Union africaine, peut aujourd'hui taper sur la table? Ne faut-il pas aujourd'hui prendre une initiative forte pour qu'on puisse passer du discours à l'acte et surtout utiliser toutes ces nouvelles technologies que sont par exemple le digital? Nos enfants sont nés avec, et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris toute l'ampleur de la difficulté. Et quand vous avez parlé des chiffres de Madagascar, et quand on se promène aujourd'hui sur le continent, on sent qu'il y a urgence. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir faire quelque chose, vite? Moi, je pense que notre démarche d'aujourd'hui y tend vraiment par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs plateformes de dialogue, plusieurs plateformes et des réseaux qui se créent et qui s'échangent en ce moment. Et vous ne pouvez pas savoir que même un gardien de zébu, il est avec son téléphone et il a sa carte numérique et il peut être au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Ce qui me réjouit par rapport au développement du numérique dans mon pays, c'est qu'on est quand même en avance. Et avec le plan Émergence 2030 aussi, on veut mettre fin à ce paradoxe de Madagascar, qui est que c'est un pays très riche, mais qui est très pauvre à la fois. Donc, le président a vraiment ce plan très ambitieux pour englober différentes dynamiques pour aller, que ce soit avec la santé, l'éducation, l'énergie, mais aussi le développement du numérique, pour vraiment tirer profit de ce qui se passe dans l'espace francophone, dans l'espace africain, aussi du monde. Donc en termes de tourisme, vous aurez compris que Madagascar offre vraiment, on dit que notre nature est 5 étoiles, c'est un beau pays qui attend d'être vraiment exploité en termes de tourisme, d'où le fait d'avoir choisi donc le développement des compétences dans notre politique nationale de l'emploi pour développer le secteur tourisme, pour que les jeunes s'entreprennent en entrepreneuriat dans le sens du tourisme durable, surtout à Madagascar. Effectivement, c'est un point très important, et je voudrais rebondir, et peut-être c'est une question qu'on pourra élargir. Vous l'avez dit rapidement, ne pensez-vous pas que la 6e région est la vraie ressource aujourd'hui qui peut rapporter un peu ce pont que nous n'avons pas aujourd'hui, cette diaspora? Donc il a parlé, vous avez abordé tout à l'heure, donc moi je reviens d'un forum où on a mis le cap sur la diaspora comme levier de développement du continent, la diaspora africaine. Et là aussi, ce qui m'interpelle, c'est que très souvent, on parle de la diaspora et chacun s'approprie. Quand vous discutez avec la diaspora, moi j'ai des amis qui sont sénégalais et qui travaillent au Gabon, donc je pense que le gardien du temple est là, c'est pas pour moi. Et c'est vrai que c'est très important de voir comment cette ressource, on peut mieux l'exploiter. Parce que je pense que très souvent, on reste dans le cadre et on oublie que notre richesse, elle est juste à côté. Pour tous ceux qui ont fait leurs études à l'étranger, donc vous l'avez rappelé, 4/5 de la diaspora, elle est intra-africaine. L'essentiel de la diaspora est dans le continent. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on a, on va dire, des représentants d'au moins 2 pays officiels, bon, Abdo, lui, il représente la 6e, lui, hein, tout seul, c'est la 6e région, lui. Donc, très sérieusement, comment on peut utiliser au mieux cette ressource, parce que c'est vraiment une ressource immatérielle qui peut ramener de l'expertise, du réseau et du financement. Nous, on est en train de travailler pour lever un fonds de 100 millions d'euros, parce que nous pensons que si la diaspora trouve des tiers de confiance, parce que vous l'avez redit tout à l'heure, le vrai sujet, est-ce qu'on peut avoir des tiers de confiance pour pouvoir être sûr que mes 10 euros, mes 100 euros que je vais donner vont être utiles à mon village d'origine, etc. Donc comment on peut, vous qui avez abordé, qui êtes très sensible à ce sujet, comment vous faites aujourd'hui? Oui, on reproche souvent à la diaspora d'être là-bas. Ils sont au chaud, ils sont bien, mais ils demandent aussi, dans un sens, ils demandent aussi à aider. Mais seulement, il faut vraiment mettre en place une politique publique, incitative et sécurisante, comme j'ai dit dans mon discours. Est-ce que vous avez une démarche? Est-ce que vous avez des pays de référence? On parle beaucoup souvent de l'Inde, on parle d'Israël, on dit de l'Éthiopie. De l'Éthiopie maintenant qui a commencé à regarder ce que fait Singapour. Voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous avez une stratégie qu'on peut partager? Parce que je pense que c'est un vrai sujet. C'est une stratégie qui est en cours. On a fait l'appel, vraiment, on a fait un appel
à toutes les bonnes volontés de la diaspora de rentrer et de contribuer au développement du pays. Ça, c'est très important, mais on est en train aussi d'écrire une politique pour les inciter et pour les sécuriser aussi, parce que au pays, il faut reconnaître que la bonne gouvernance et le climat des affaires ne sont pas encore propices à ce que les jeunes malgaches ou la diaspora malgache reviennent et trouvent leur place. Je vais vous laisser continuer, mais je veux juste rebondir. Ne pensez-vous pas que c'est l'une des plus grandes erreurs de beaucoup de pays de penser que la diaspora, pour qu'elle puisse servir son pays, il faut qu'elle rentre? Ne pensez-vous pas que développer aujourd'hui des joint ventures intelligentes avec l'élite, parce que très souvent, vous avez celle qui a déjà traversé, qui est vaccinée, qui est sur place, est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de trouver des ponts entre ces deux mondes que de vouloir toujours considérer que la diaspora n'est utile que si elle prend ses bagages? Non, non. En fait, ce serait une diaspora qui sera un leader et qui va être les accompagnateurs des jeunes qui vont aller dans les incubateurs pour essayer de comment les aider à créer leurs propres entreprises, les accompagner à voir, à partager aussi comment ça se fait, ça se fait à l'extérieur et changer les choses. Mais il faut aussi avoir la volonté aussi, si on est au pays, avoir la volonté aussi d'ouvrir. Parce que dès que c'est quelqu'un de l'extérieur, on se sent un peu frustré aussi de pouvoir aussi échanger avec eux. Donc, c'est quelque chose de très important, mais qui ne promet pas d'être facile. Mais il faut utiliser toute la richesse humaine du pays pour pouvoir avancer. Et ce serait vraiment une croissance inclusive de toute la frange de population, que ce soit endogène ou exogène. Merci. Donc, Si Mohamed, vous avez parlé effectivement de l'importance de la transformation. On a parlé aujourd'hui un peu tous sur le poids aujourd'hui des ressources humaines. Et quand vous êtes dans le monde agricole, vous voyez que très souvent, les gens n'ont pas toujours l'instruction qu'ils devraient avoir, parce que souvent, ils sont un peu excentrés. Et un des sujets, c'est de dire comment, si on veut effectivement, parce que Abdou l'a dit tout à l'heure, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une zone beaucoup plus large, des marchés. Vous savez, les pays, quand vous regardez, tout le monde connaît peut-être, notre génération connaît bien le livre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Avec la Chine, avec 100 milliards, ils ont appris, ils ont travaillé sur leur marché. Puis le jour où ils se sont réveillés, tout le monde dit mais comment ils font? Ils vont passer effectivement première puissance avant 2050, ils vont passer devant les États-Unis. Donc nous n'avons pas cette chance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les Afriques. Est-ce que vous ne pensez pas que un des vrais challenges, une des vraies ressources, c'est faire en sorte que nos enfants puissent aller sur le sous-continent, un peu nous on parle beaucoup de Afropolis, un peu comme Erasmus, créer un Erasmus aujourd'hui africain qui permet aujourd'hui de permettre à nos enfants de connaître au mieux le continent. Parce que quand on est au Maroc, on dit on va en Afrique, on a aujourd'hui un problème de langage qui, dans nos têtes, on n'a pas encore compris, on est sur le continent. Maintenant, ça commence à... Comment peut-on aujourd'hui développer cette ressource qui est importante, qui est de dire je ne peux pas réussir si je n'ai pas aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont convaincus que leur continent, c'est le plus beau. Merci, c'est Zakaria. Alors, si tu permets, je vais aussi essayer de réagir en vrac sur les différentes interventions de son Excellence la ministre, son Excellence l'ambassadeur, mais aussi Sidi Abdou. D'abord, je voudrais juste te contredire un petit peu. En Afrique, il n'y a pas de petits pays, il n'y a que de grands pays. Tous les pays sont de très par la grands population, pays. C'est la masse critique, non, je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec... discussion. Il n'y a que de grands pays, donc il faut que tu l'acceptes. D'accord. Madagascar, c'est aussi un grand pays. Le Gabon, c'est un grand pays. Le Maroc est un grand pays. Tous les pays sont de grands. Il y a peut-être des potentialités qui ne sont pas totalement libérées. Et c'est ça ce que nous devons faire. Et je pense que quand l'Afrique se réveillera, le monde sourira. Sourira, j'espère, d'admiration. Donc ça, il faut qu'on le remartèle. Qu'on le fasse et qu'on fasse tout pour y arriver. Alors l'idée que m'inspirent les différentes interventions, je pense qu'on doit travailler sur l'interconnexion. Quand on parle de la diaspora, aussi bien entre la diaspora d'un pays pour le pays lui-même ou bien intra-Afrique, il faut qu'on fasse la promotion de l'interconnexion. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient physiquement dans leur propre pays ou en Afrique. Le plus important, c'est qu'ils gardent le lien affectif et surtout le lien économique
parce que la diaspora est un excellent vecteur de transfert, de technologie, de gouvernance, mais également un accélérateur. Nous avons vu, par exemple, dans notre cher pays, plusieurs personnes qui reviennent ou qui lancent des initiatives des pays où ils vivent actuellement et des initiatives réussies qui permettent d'aller très très loin. Je l'ai vu par exemple dans le monde agricole, dans la partie amont agricole, il y a de très très belles success stories, des exploitations, parfois des transformations, qui sont l'œuvre de Marocains qui vivent à l'étranger et qui rentrent après un certain temps. Et cette interconnexion avec le pays est importante. L'autre aussi sujet sur lequel je souhaite m'exprimer, c'est le plan Maroc Vert. Le plan Maroc Vert, c'est un plan stratégique qui est très important pour le développement socio-économique de notre pays et qui a montré que, comme le disait tout à l'heure son Excellence, l'impossible est possible. C'est ça, c'est comme ça que vous l'avez dit, non? L'impossible est possible. Avant le plan Maroc Vert, on négligeait l'agriculture. On dit l'agriculture, on n'est pas compétitif, circuler, il n'y a rien à voir. Mais quand notre pays a cru dans l'agriculture, on a fait l'un des moteurs de croissance et les résultats sont là. Maintenant, on va passer sur une autre étape qui est une étape de valorisation des produits agricoles, mais aussi de commercialisation et d'accessibilité au marché. Et là, je suis d'accord avec ton interpellation. On doit chercher des possibilités pour avoir une taille suffisante pour permettre aux réduire les coûts, transformer et aussi faire des efforts sur la logistique et faire aussi des efforts pour faciliter l'accessibilité au marché. Parce que souvent, vous avez d'excellents produits, en Afrique de manière générale, des produits de terroir ou autres, et ils sont fortement handicapés parce qu'ils ne sont pas connus ou ils n'ont pas la possibilité de sortir. Et là, aujourd'hui, on a un bel instrument qui est en train de se développer. Le Made in Africa. C'est tout ce qui est nouvelle technologie. Tout à fait. Et quand vous regardez les success stories au sein de plan Maroc Vert, vous avez des coopératives de femmes qui vivent dans des zones reculées, mais qui cliquent déjà et qui arrivent à vendre et à exporter. Et je pense ce mouvement-là, il faut l'accompagner et le stimuler plus et l'encourager. Effectivement, le digital au service donc, de l'agriculture. Donc on va prendre quelques questions dans 2-3 minutes. Juste une dernière question pour Abdou. Donc si vous avez une question, donc, on va prendre une petite salve de 3-4 questions. Abdou, est-ce que, pour finir, parce que les ressources classiques, je pense qu'elles sont bien identifiées, est-ce que la triangulaire n'est pas aussi une ressource pas suffisamment utilisée? La coopération, on va dire, sud-sud-sud ou nord-sud-sud, est-ce que ce n'est pas une ressource sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui pour l'utiliser comme un moteur de croissance de l'Afrique? Oui, je partage parfaitement ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet, cette coopération sud-sud-nord, puisque effectivement, quoi qu'on veuille, on est encore dans un monde où le Nord maîtrise quand même la technologie. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de l'exemple de l'automobile, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on peut faire en coopération nord-sud-sud. C'est de dire un grand constructeur comme Renault qui s'installe dans un pays du Sud qui est le Maroc et qui fait plus qu'une triangulaire, puisque on peut, à partir de cette plateforme du Sud qui s'est arrimée avec le Nord aux chaînes de valeur mondiale, créer une intégration régionale plus large avec d'autres pays, la Guinée, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, pour ensemble, pays du Sud, contribuer à ce développement à partir de la technologie du Nord et progressivement s'approprier la technologie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit stimuler, renforcer. Stimuler. Et pareil pour la diaspora. Hein. Donc, la diaspora, parce que la diaspora est aussi vecteur de technologie, vecteur de savoir-faire et aussi vecteur de brassage culturel. On n'a pas tendance à le dire, mais aujourd'hui, c'est quand même un élément clé en matière de ressources humaines. Merci. Donc, on va ouvrir donc une salle de questions-réponses. Donc, Zakaria, peut-être juste, je vais te prendre le petit point de modérateur. Je sais que j'ai vu rentrer tout à l'heure Amadou Diaw dans la salle. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'aimerais bien qu'il réagisse à ces différents sujets. Je ne sais pas où est-ce qu'il est caché, mais
Je sais qu'il est rentré. Abdou, il perturbe. Bon, voilà, ça, on ne le voit pas, mais on voit qu'il se donne de la main. Donc, si vous voulez avancer, on va vous donner un micro. Le monsieur, il est au fond. Super. Il va se présenter. Merci à vous. C'était pas prévu. J'étais en fond de salle. Moi, je voudrais délivrer un message. Venez au milieu comme ça. Voilà. Je voudrais délivrer un message parce que je note que dans cette salle, nous avons quand même mes hommages. Vous avez déjà perdu 25 secondes. Pour saluer une dame, oui, j'accepte de les perdre. Juste ce que je voudrais... Vous avez gagné 1 minute. Le modérateur vous donne 1 minute. Juste ce que je voudrais délivrer comme message, sur ce continent africain, il existe aujourd'hui une vague de jeunes, comme nous l'avons noté à un moment dans la Silicon Valley. On a tous été perturbés à un moment dans la Silicon Valley lorsqu'on a vu des jeunes arriver en short, aller travailler quand ils voulaient et comme ils voulaient. Il existe sur le continent africain aujourd'hui une vague de jeunes à qui je propose d'aller dans telle ou telle grande multinationale qui me répondent non, on n'y va pas. Diplômés, on n'y va pas. Et je me suis posé la question, ils ont 2 axes qui pour eux sont fondamentaux. Ils représentent la créativité africaine au sens culture, industrie créative, etc., etc., qui les passionne. Ils peuvent être diplômés en finance, ils peuvent être ingénieurs. Ils ont un axe fort, un zoom sur la créativité, l'industrie créative africaine. Donc ça, c'est notre richesse. On n'en parle pas suffisamment. Pour moi, c'est plus fort que le pétrole, c'est plus fort que tout ce qu'on a. C'est quelque chose qui est là. Ils ont ça. Et le deuxième atout qu'ils ont, c'est la technologie. Donc ils font cette combinaison. On parle de génération Z, c'est eux. Ils sont sur le continent. Écoutons-les. Ils n'ont pas envie de venir dans nos entreprises. Ça ne les intéresse pas. Ils se font eux-mêmes. Ils créent leurs entreprises. Accompagnons-les, écoutons-les. Ils n'attendent pas qu'on les accompagne d'ailleurs. Ils font. Écoutons-les. Ayons un zoom sur eux. Écoutons-les un peu plus. Ils sont en train de faire le continent dans la discrétion, en dehors de tous les systèmes que nous connaissons. Et je vous le dis du fond du cœur, cette Afrique dont on rêve, quand on dit Africa Rising, l'Afrique est là, l'Afrique se lève, cette Afrique, elle se lève, elle est là, elle vit à travers les femmes, les jeunes, et c'est ce qui se passe actuellement. Prenons juste un peu de notre temps, à travers du mécénat ou autre, pour les écouter. Apprenons à les écouter. C'est eux qui font l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai et toi. Merci, prenez place. Merci beaucoup. Abdou Astar. Merci. Donc 3 questions dans la salle. Donc ou si on prend 4, on va faire la parité, mais j'ai déjà voilà. 1, 2 et la 3e. Donc juste se lever, voilà. Se présenter et si on peut poser directement sa question, ça irait très bien, puisqu'effectivement on n'a plus que 10 minutes. Tout à fait. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Rokhia Goudrar. Je suis dans Talent Management au niveau du groupe Suez en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, j'ai, par rapport à cette plénière, une question à Monsieur Fikret. Je voudrais justement vous poser la question par rapport au bien-être au travail. Vous avez mentionné qu'au lieu de parler des ressources humaines, richesses humaines, il vaut plutôt mieux parler donc de bien-être au travail. Je voudrais donc, dans votre expérience, que vous puissiez partager avec nous qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre aussi bien dans votre entreprise qu'au sein de la fédération, voire même donc une vision autour du bien-être au travail sur le continent africain. Quel va être votre propos là-dessus, sachant que ce n'est pas un sujet qu'on ose de manière très ouverte évoquer. On peut parler d'engagement des collaborateurs, on peut parler de plusieurs autres sujets, mais très rarement de politique clairement articulée autour de bien-être au travail. Merci. Merci Madame. Nous allons donner à Madame. Oui, donc. Oui, bonjour à tous. Je voudrais bien sûr féliciter l'AGEF pour tout ce travail, les remercier d'avoir invité tous nos amis. Je suis Zainab Batia, passe-présidente d'Arfor, passe-présidente à Philippe. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est tout ce dispositif stratégique de l'agriculture qui aujourd'hui est en train justement d'attirer un peu plus, d'interpeller tous nos, disons, les jeunes qui ont été un peu oubliés dans les zones rurales, notamment beaucoup de femmes qui actuellement sont en train justement de penser peut-être à s'inscrire dans le présent de cette manière-là. Et M. Fikret a parlé, et aussi notre cher ambassadeur,
justement de cette orientation. Alors comment mutualiser nos efforts, en tout cas entre la Tunisie, le Maroc, d'autres pays en Afrique, pour que justement on puisse trouver maintenant le meilleur, la meilleure piste de travail dans ce sens-là, d'autant plus qu'aujourd'hui on a quand même des changements climatiques qui se font de plus en plus jour. Il y a effectivement, on peut rester interconnecté, mais par ailleurs aussi, il faudrait peut-être penser à mutualiser nos efforts. Et bien sûr aussi, du point de vue, disons, touristique, on y a pensé un petit peu. Nos pays se sont inscrits dans cette vague parce qu'on avait des climats assez agréables. Aujourd'hui, il fait froid. Au mois de mai, à Marrakech ou à Tunis, bon, il faudrait peut-être réfléchir. Merci, merci, c'est clair. Merci pour cette On prendra encore 2 questions, si encore dans la salle. Voilà. Juste à côté, je pense, s'il n'y a personne. Voilà. Oui. Si vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit et oui. vous présenter. Merci beaucoup à Alioune Faye du Sénégal, vice-président de l'AFDIP. Je voudrais également remercier l'AFDIP, du moins la GEF, pour cette belle organisation et pour ce scénario qui nous a été présenté ce matin et qui véritablement nous a mis au cœur de l'Afrique. Le thème c'est l'Afrique. Eh bien, on a célébré l'Afrique ce matin. Remercier également les intervenants qui effectivement ont répondu aux questions pertinentes. Les enjeux ont été définis les enjeux et défis par notre collègue, notre camarade, notre compatriote Diop. Nous ne revenons pas là-dessus, mais je voudrais tout simplement revenir sur la question des OMD qui aujourd'hui sont dépassés. Il n'y a plus de course aux OMD, il y a une course plutôt pour le programme de développement pour l'après 2015 avec véritablement un programme universel. Est-ce que l'Afrique est prête à s'engager au niveau de ce programme universel? Je vous remercie. Plus de questions, donc on revient donc voilà. Juste Zakaria, un effet d'annonce. Notre équipe digitale vous remercie de votre participation. Nous sommes à 2750 partages et à 11 250 likes. Merci pour ce que vous pouvez vous applaudir. Hein, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc la salle est digitalisée, donc c'est bien. Donc on est déjà dans la transformation. Donc même s'ils sont très studieux, ils sont déjà dans la transformation parce qu'on ne les voyait pas en train de jouer sur leur téléphone. Donc rapidement, parce qu'effectivement, on a vu que finalement, quand on parle des ressources, on voit que finalement, les questions qu'on nous pose, bon, même si on a parlé un peu de stratégie agricole ou des thématiques, on est sur de l'immatériel, on est sur plutôt des ressources auxquelles on ne pense pas. Et c'est peut-être là où il y a peut-être du travail à faire. Donc, s'il fait être rapidement sur cette ressource, et puis on parlera, parce que vous avez aussi un thème sur le deuxième, donc vous avez 2 questions, et la dernière, on pourra l'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Madame Rokhaya, pour votre question. J'ai eu l'occasion de militer au sein du Conseil, je suis toujours le Conseil économique, social et environnemental. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, il y avait un rapport qui a pris plusieurs mois sur la richesse immatérielle. Et l'une des conclusions phares qu'on connaît par ailleurs, c'est que la première richesse d'un pays, c'est d'abord sa richesse du capital humain. Clair. Donc déjà, ça confirme ce que nous savons tous et ça montre sur quel levier on doit agir. Alors le capital humain, pour qu'il soit une réelle ressource, un vrai gisement, il faut qu'il soit à l'aise, qu'il soit souriant, comme vous avez dit. Souriant, en bonheur et en paix avec lui-même et en paix avec son environnement. C'est pour ça que nous avons fait de un axe d'effort important sur le travail du bien-être. Ça commence déjà par le respect. Donc il faut respecter toutes les composantes au sein de l'entreprise et le respect vous amène à bien écouter, à avoir de l'empathie et à se préoccuper de tous les problèmes, pas que les problèmes professionnels intra-entreprise, mais même les autres problèmes. C'est pour ça que dans l'entreprise que j'ai l'honneur d'animer, nous faisons très très attention à cela. C'est vrai, on n'est pas encore parfait, on n'est pas encore au stade d'excellence qu'on souhaite, mais on est inscrit sur un élan. Donc, écoute, respect, préoccupation des attentes et mise en place de conditions objectives pour que la personne trouve du bonheur à venir à l'entreprise, donne du sens à sa contribution, pas uniquement pour l'entreprise, mais de manière globale. C'est comme ça que je vous avais parlé de la fameuse approche 3P, que je n'ai pas terminée. Il y a la partie people,
Le deuxième, c'est planète, être responsable vis-à-vis de l'environnement, de tout ce que nous faisons. Et le troisième, c'est profit, dans le sens où on doit créer la richesse et on doit veiller à ce qu'il soit partagé de manière équitable. Les collaborateurs, les clients, les agriculteurs, les actionnaires et les riverains et la communauté, puisqu'il faut aussi être citoyen en tant qu'entreprise, payer ses impôts, payer ses taxes. Donc c'est cette logique-là de 3P qui est présente et à la tête de laquelle il y a le P people. Voilà. Il faudrait vraiment que cette solution que vous avez trouvée, vous la brevetez sous forme de virus. Vous savez qu'il y a les chevaux de Troie, maintenant qu'on est digitalisé, vous la mettez sur votre PC comme un cheval de Troie pour qu'elle se diffuse aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment besoin de plus de bien-être dans nos sociétés, entreprises et d'autres. Donc, dernière question, c'est de faire du sucre une tâche qui s'étale. Mais ça, c'est bien. Le bien-être, je pense que c'est encore plus sucré. Donc, dernière question donc, posée par notre ami. Donc, vas-y, Yal, Abdo, pour finir. Aujourd'hui, de toute façon, le continent est obligé de s'engager. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, on ne peut pas vivre dans son îlot séparé. Les objectifs du développement durable, on s'y est engagé. Tous les objectifs qui sont mis en place par les Nations Unies, nous sommes obligés de nous y engager. Maintenant, bien sûr, comme je le dis, c'est bien de s'engager, de s'arrimer à ces mécanismes globaux mondiaux, mais il faut juste les adapter à la réalité de chaque pays africain, à la réalité globale du continent. Mais bon, je pense que nos États vont s'y engager et continuer à s'y engager. Donc voilà, donc je pense que on peut dire que ça peut être un peu le mot de cette table ronde, donc engagement, responsabilité, que les ressources, on croit les connaître, mais souvent on ne les voit pas, et donc c'est cette diaspora, c'est la recherche du bien-être, c'est toutes ces ressources immatérielles qui font vraiment de cette 22e édition, donc elle ait encore plus de sens, les RH. Finalement, quand on fait le tour, on se retrouve que les RH sont au cœur du réacteur et au cœur de l'Afrique. Encore merci à nos panélistes, Madame la Ministre, Son Excellence, Sifikret, Abdou Diop, d'avoir partagé un peu vos convictions et, disons, vos préoccupations avec la salle. Bonne continuation dans cette séminaire. Merci à Zakaria. Merci à Zakaria Fahim d'avoir mené de main de maître, comme à l'accoutumée, cette plénière d'ouverture. Honorable assistance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de vous amener à déjeuner, on vous donne exactement 1h15. On voudrait se retrouver, si vous le permettez, aussi studieux, aussi rigoureux par rapport à 15h. C'était 13h, 14h45, mais on va vous donner un quart d'heure supplémentaire. Mais avant de clore cette plénière d'ouverture, j'appelle si Zakaria Arbi et Madame Cohen. Voilà, Madame Asma Cohen, s'il vous plaît, à remettre les trophées acquis de droit. Voilà, c'est vous, Madame. L'approche en genre. S'il vous plaît. Musique, un peu, pas trop forte, mais un peu de musique, ça ferait du bien à tout le monde. Merci. Pour Monsieur Fikret. Merci, Monsieur Fikret, pour votre engagement associatif. Merci du bien-être que vous nous donnez. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, Madame Cohen, pour Madame Sonia Darif, s'il vous plaît. Pour le plus africain des Marocains, pour le plus marocain des Africains, Monsieur Diop, s'il vous plaît, qu'on applaudit très 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 fort. Nagadef. Madame Sonia Deraïf, la task force pour l'organisation de cette 22e colloque AGEF. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était pour la postérité, ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On reprend à 15h. C'est les ordres du président. Je reste. Merci à tout le monde. Soyez aussi nombreux à 15h. On parlera de talent et on parlera comment développer les talents pour l'Afrique de demain. Et il y en a besoin. Bon appétit. نلتقي بعضنا بعض بعد مضي ساعة ونصف إن شاء الله. Merci.
avec plaisir. Avec plaisir. Ça a fait trop